La première chose que j'ai remarquée à Berlin, ce n'était ni la langue, ni l'architecture. C'était le silence. Pas le silence apaisant, non, plutôt celui qui s'installe après minuit, quand on est seul dans une pièce qui ne connaît pas notre nom. Ma boîte m'avait installé dans un petit meublé à Charlottenburg. Murs gris et propres, un canapé qui semblait tout droit sorti d'une salle d'attente et des fenêtres si hermétiques qu'on aurait dit qu'elles étaient conçues pour tenir le monde à l'écart. Quand j'ai posé ma valise, le bruit des roulettes s'est arrêté net et le silence m'a frappé en pleine poitrine. Chez moi, à Orléans, même la nuit, il y avait toujours un bruit. Le cliquetis d'une vieille chaudière, un chien qui aboie 2 maisons plus loin, le passage d'un camion sur l'A10. Ici, j'entendais ma propre respiration. J'entendais le frigo ronronner comme un patient sous monitoring. Dès le lendemain, j'ai commencé à travailler sur les horaires français, ce qui signifiait que mon matin était le soir de tout le monde là-bas. Assis à un petit bureau près de la fenêtre, avec une tasse de café amer et un tableur rempli de routes maritimes et de numéros de conteneurs. Ce travail, c'était exactement ce pourquoi j'étais doué depuis 35 ans. Démêler le chaos sans jamais hausser le ton. Certains aiment la logistique pour les énigmes et la pression. Moi, je l'aimais parce qu'elle avait un sens. On ne peut pas baratiner pour faire réapparaître un conteneur manquant. On trouve la faille, on suit des documents, on répare ce qui est cassé. Je m'étais dit que je pouvais gérer mon mariage de la même façon. Ça a duré à peu près 4 jours. Le 5e soir, je suis descendu au supermarché du coin. J'avais mangé trop de plats préparés surgelés et mon estomac commençait à ressembler à du carton. J'ai trouvé une enseigne qui m'a rappelé un Monoprix, en plus silencieux, où tout le monde se déplaçait comme s'ils avaient un rendez-vous capital. Je me suis planté devant un rayon de yaourt, plissant les yeux pour déchiffrer des mots qui auraient aussi bien pu être imprimés sous l'eau. Une femme à côté de moi, plus âgée, cheveux argentés, chaussures confortables, m'a observé un instant, puis a pointé un pot du doigt en disant quelque chose en allemand que je n'ai pas compris. Elle a souri quand même. « Merci », ai-je répondu, parce que c'était la seule chose que je pouvais offrir. Je suis rentré à l'appartement avec un sac qui, je l'espérais, contenait de la nourriture normale et pas une sorte de poisson au vinaigre. L'air sentait la pluie et le diesel. Un métro a grondé quelque part sous terre. Pendant une seconde, je me suis senti presque stable. Puis mon téléphone a vibré. Sophie. J'ai fixé son nom comme si c'était une mise en garde. Quand j'ai répondu, son visage a rempli l'écran. Bien coiffée, du rouge à lèvres, parfaite. La maison derrière elle avait l'air plus chaleureuse qu'elle n'en avait le droit. « Eh bien, dit-elle en étirant le mot, regarde-moi ça, monsieur l'expatrié. C'est pour le travail, ai-je répondu. Elle a ri. Bien sûr, la crise de la cinquantaine avec un passeport en prime. Je n'ai pas réagi. J'avais appris il y a longtemps que si je lui donnais une étincelle, elle en ferait un incendie. J'ai besoin que tu signes quelque chose, a-t-elle poursuivi, changeant de ton comme on appuie sur un interrupteur. Qu'est-ce que c'est? Juste de la paperasse, pour un petit projet. N'en fais pas toute une histoire. Quel projet? Elle a levé les yeux au ciel. Franck, tout ne te regarde pas. J'ai failli répondre, nous sommes mariés, si, ça me regarde. Mais je me suis retenu. Envoie-le par email, ai-je dit, je regarderai. Le sourire de Sophie est devenu acéré. Contente-toi de signer quand ça arrivera. Arrête de me faire la morale comme mon père. Puis elle s'est penchée vers la caméra, baissant la voix comme pour partager un secret. J'ai invité des gens hier soir. La maison était de nouveau vivante. Quelque chose de froid m'a traversé. Quels gens? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Des amis, des voisins, des gens qui ne sont pas ennuyeux. À l'arrière-plan, j'ai aperçu un mouvement fugace. Quelqu'un qui passait dans l'encadrement de la porte en riant. Dans ma maison. L'appel s'est terminé et je suis resté là, à fixer mon propre reflet sur l'écran noir du téléphone. Pendant une longue minute, tout ce que j'ai entendu, c'était les battements de mon cœur et le murmure lointain de la ville. Je me suis dit de ne pas paniquer, ne pas faire de suppositions, ne pas réagir. Règle numéro 1 de la logistique, on ne cède à la panique que lorsqu'on a des données. Alors, j'ai vérifié les données. J'ai ouvert l'application de notre banque, m'attendant à voir quelques courses ou un dîner au restaurant. À la place, j'ai vu l'achat d'un nouveau canapé, un grand. Puis une dépense dans une boutique de décoration que je ne connaissais pas, une réservation d'hôtel. Et enfin, la ligne qui m'a asséché la bouche. Un retrait si conséquent que les chiffres semblaient faux au premier coup d'œil.
plusieurs milliers d'euros. J'ai cligné des yeux, relu. Mon pouce flottait au-dessus de l'écran. Je pouvais presque entendre la voix d'Étienne lors de ce barbecue entre voisins. « Tu veux que je lui dise quelque chose ?» Je n'ai pas appelé Sophie, pas encore. J'ai appelé Étienne. Il a décroché à la deuxième sonnerie. « Étienne, t'as une minute ?» ai-je demandé en gardant une voix stable. « Toujours ?» Je lui ai parlé de l'appel, des gens dans ma maison, de l'argent. Étienne a expiré lentement. « Tu veux que je passe devant chez toi ?» a-t-il demandé. « Non », ai-je dit rapidement, puis plus doucement. « Peut-être, je ne sais pas. »« Franck » a dit Étienne, et sa voix avait ce calme de délégué syndical, celui auquel on se fie en cas de crise. « Tu dois te protéger, tu m'entends ?»« Je t'entends. » Après avoir raccroché, je me suis assis à mon bureau et j'ai regardé cet appartement qui ne me ressemblait pas. Ma poitrine était serrée, une douleur sourde et oppressante. J'ai pensé à ma vieille Peugeot garée dans l'allée, à l'odeur du café dans le petit bistrot de l'avenue de la République, à la sensation de l'air les soirs d'été quand le soleil plongeait derrière les arbres. J'étais parti pour ma dignité. Je ne m'attendais pas à me sentir aussi vide. 2 jours plus tard, un email est arrivé dans ma boîte professionnelle avec un objet qui semblait sorti d'un tribunal. Demande de conformité, vérification de signature requise. Je l'ai ouvert et les mots sur l'écran m'ont glacé le sang. On me demandait de confirmer si j'avais signé une série de documents d'autorisation liés à une déclaration financière à mon adresse principale dans le Loiret. Des documents portant une signature qui ressemblait à la mienne. Sauf que je n'avais aucun souvenir d'avoir signé quoi que ce soit. Et au fond de moi, je savais déjà pourquoi. Mon téléphone a sonné au milieu de la nuit. Pas la petite vibration discrète qu'il émet quand Sophie veut quelque chose. C'était une sonnerie stridente, insistante, comme si les mauvaises nouvelles se moquaient de l'heure. Je l'ai attrapé à tâtons dans le noir. Ma gorge était sèche. L'appartement était froid, de cette manière étrange qu'ont les appartements berlinois la nuit, scellés comme des bocaux. Dehors, la rue était déserte. Pas de grillons, pas d'autoroute au loin. Juste le bourdonnement sourd d'une ville qui ne dort jamais complètement. J'ai regardé l'écran, numéro masqué. Pendant 1 seconde, j'ai failli laisser sonner. Puis l'email de mon travail m'est revenu en mémoire. Demande de conformité. Vérification de signature requise. J'ai répondu. Allô ? Une voix de femme, calme mais prudente. Monsieur Moreau ? C'est Franck Moreau, oui. Je m'appelle Marion. Je suis assistante juridique dans un cabinet à Orléans. Je suis désolé de vous appeler si tard. D'après mon dossier, vous êtes actuellement à Berlin. Je me suis redressé, la couverture glissant sur ma taille. Mon cœur s'est accéléré. De quoi s'agit-il ? Il y a eu une pause, comme si elle choisissait des mots qui ne risquaient pas de lui attirer des ennuis. Je dois vous poser une question directe, monsieur. Avez-vous donné procuration à votre femme, Sophie Moreau ? La pièce a semblé basculer. J'ai pressé la paume de ma main contre mon front. Non, ai-je dit, absolument pas. Une autre pause, plus longue cette fois. D'accord, dit-elle tranquillement. Merci, ça nous aide. Ça aide qui ? Ai-je demandé, ma voix sonnant plus fort que prévu dans ce petit appartement. Marion, qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis pas avocate, dit-elle, toujours aussi posée, donc je ne peux pas vous conseiller, mais je peux vous dire pourquoi j'appelle. Votre femme a soumis des documents à un organisme de crédit qui font référence à une procuration, et ils sont joints à une demande de prêt. Une vague glaciale a déferlé dans mon estomac. Un prêt ? Ai-je répété. Oui, monsieur, un prêt professionnel. La demande lie le financement à votre domicile conjugal à Orléans, et elle mentionne l'historique de vos revenus. Ma mâchoire s'est crispée au point d'en avoir mal aux dents. Quelle entreprise ? Marion a hésité, puis a dit « Une petite société d'import-export, d'après les documents. Il est mentionné qu'elle s'appuiera sur le réseau et les relations professionnelles de M. Moreau. » Pendant 1 seconde, je n'ai pas pu parler. Ce n'était pas seulement l'argent. Ce n'était même pas la maison. C'était mon nom, ma réputation, mon travail. La seule chose que j'avais construite de mes propres mains en des décennies à faire les choses bien, même quand personne n'applaudissait. Donc elle se sert de ma carrière comme d'un bon de réduction, ai-je lâché, et l'amertume dans ma voix m'a surpris. Marion n'a pas réagi au ton, elle est restée professionnelle. « Monsieur Moreau, je ne connais pas votre situation conjugale et je ne suis pas là pour juger. J'avais simplement besoin de vérifier si vous aviez sciemment autorisé ces documents. »
Non, ai-je dit. Ma voix tremblait maintenant. Je n'ai rien signé. Compris, je vais le noter dans le dossier. Attendez, ai-je dit vivement. Quel est l'organisme de crédit? Pour quel cabinet travaillez-vous? Pourquoi êtes-vous impliqué? Je travaille pour un avocat qui examine la documentation dans le cadre d'une affaire connexe, dit-elle avec prudence. Je peux vous donner le nom du cabinet, mais je ne peux rien vous envoyer sans autorisation formelle. J'ai expiré un souffle qui avait le goût de la panique. Dans ma tête, je revoyais le visage de Sophie pendant l'appel vidéo, son sourire narquois, appelant ça un petit projet. Je l'entendais dans ma cuisine. Tu reviendras en rampant. Marion, ai-je dit en me forçant à ralentir. Pensez-vous que la signature est une contrefaçon? Je ne peux pas l'affirmer, a-t-elle répondu. Mais je peux dire que la signature ne semble pas correspondre à l'exemplaire fourni dans les dossiers de l'organisme de crédit. C'est pour cela que des questions se posent. Le frigo ronronnait. Au loin, une sirène a retenti une fois, puis a disparu. J'avais envie de jeter le téléphone. J'avais envie de réserver un vol sur le champ. J'avais envie de débouler dans ma propre maison et d'arracher chaque bout de papier des mains de Sophie. À la place, j'ai fait ce que j'ai toujours fait quand le monde perd son sens. J'ai demandé les faits. Pouvez-vous m'envoyer les coordonnées de votre cabinet par email? Oui, à l'adresse depuis laquelle vous m'appelez. C'est parfait. D'accord. Et monsieur Moreau, je suis désolé, je sais que ça fait beaucoup. L'appel a pris fin. Je suis resté assis dans le noir, tenant le téléphone comme s'il pesait 20 kilos. Il y a une colère qui est chaude et bruyante, celle qu'on voit dans les films où un homme fracasse une lampe et hurle dans la nuit. Ce n'était pas ça. C'était une colère froide, celle qui rétrécit votre champ de vision et aiguise vos pensées. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Les lampadaires de Berlin dessinaient des lignes pâles sur le trottoir. Un bus a sifflé en s'arrêtant quelque part, ses portes s'ouvrant et se fermant comme un soupir. Je pouvais sentir l'odeur de la pluie à travers le joint fissuré de la fenêtre. J'ai pensé à Sophie dans ma maison, sur mon canapé, dans ma cuisine, avec mes factures, mon nom, riant avec des gens pendant qu'elle essayait de construire une vie sur un mensonge. Puis j'ai pensé à ce qui arriverait si ce mensonge devenait officiel. En logistique, si un seul document est erroné, toute la cargaison peut être bloquée. Si on l'ignore, on ne perd pas seulement de l'argent, on perd la confiance. Et la confiance, c'est ce qu'il y a de plus difficile à regagner une fois qu'elle est partie. Je n'ai pas réussi à me rendormir, je n'ai même pas essayé. Quand ma journée de travail a commencé plus tard, j'ai traversé les réunions comme si j'étais sous l'eau. J'ai répondu à des questions sur les ports et les temps de transit. J'ai réglé un problème de douane avec un fournisseur près de Lille. Mes mains faisaient le travail automatiquement, mais mon esprit restait à Orléans, au comptoir de ma cuisine, à entendre la voix de Sophie. À midi, heure de Berlin, je suis sorti du bureau et j'ai appelé Luc Lambert, un expatrié français avec qui je travaillais sur place. Luc avait la petite cinquantaine, vif comme l'éclair, divorcé 2 fois et allergique aux excuses. Il a répondu avec son salut bourru habituel. « Alors, Franck, toujours en vie ?»« À peine, ai-je dit. Je lui ai parlé de l'email de conformité, des alertes bancaires, puis de l'appel de pleine nuit. Luc n'a pas fait de bruit de sympathie, il a juste écouté. Quand j'ai fini, il a dit « Elle est en train de jouer avec ta vie. Je n'arrête pas de penser que c'est un malentendu, ai-je admis. Que peut-être elle a juste... » « Franck, l'a coupé Luc, sans méchanceté. J'ai été marié à 2 femmes qui pouvaient te sourire en te faisant les poches. Ce n'est pas un malentendu, c'est un plan. Mon estomac s'est noué. Si j'arrête ça maintenant, elle est finie. Alors elle aurait dû y penser avant, a dit Luc. Mais voilà le truc. Si tu n'arrêtes pas ça, c'est peut-être toi qui seras fini. C'est ton nom qui est dessus. Cette dernière phrase m'a frappé durement parce qu'elle était vraie. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. J'avais les mains moites. J'ai cherché une avocate en droit de la famille à Orléans, quelqu'un du coin, qui comprenait les tribunaux locaux et ne parlait pas comme un robot. Étienne m'avait mentionné un nom un jour, et après quelques appels, j'ai obtenu un rendez-vous en visio avec Maître Dubois. Maître Dubois avait la quarantaine, cheveux courts, lunettes de lecture, l'air pragmatique. Derrière elle, je voyais des diplômes encadrés et une photo d'elle avec un Golden Retriever qui avait l'air plus heureux que n'importe qui dans mon mariage. « Monsieur Moreau, dit-elle, racontez-moi ce qui se passe. Commencez par le barbecue si vous voulez. » Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté, et plus je parlais, plus je me rendais compte à quel point tout cela semblait ridicule, comme si je décrivais la vie de quelqu'un d'autre. Quand j'ai terminé, Maître Dubois a hoché la tête une fois. « D'accord, dit-elle. Voici la version simple.
Je me suis penché vers l'écran. Si votre femme utilise votre identité, l'historique de vos revenus ou des documents falsifiés pour obtenir un financement, vous êtes en danger. Non pas parce que vous l'avez fait, mais parce que vous y êtes lié. Si le prêteur croit que vous avez donné votre autorisation ou si votre silence permet à la procédure de suivre son cours, votre nom pourrait se retrouver mêlé à cette affaire. Je n'ai rien signé, ai-je répété. Je comprends, a répondu Maître Dubois, mais nous devons le prouver. Et vous devez agir comme un homme qui se protège, pas comme un homme qui essaie d'être gentil. Ça m'a piqué, parce que c'était vrai. J'avais construit toute ma vie d'adulte en étant l'homme gentil, l'homme fiable, l'homme qui maintient la paix. Maître Dubois a poursuivi. Nous pouvons faire plusieurs choses rapidement. 1. Nous séparons officiellement vos finances. 2. Nous documentons tout, chaque alerte, chaque email, chaque conversation. 3. Nous envoyons une notification à l'organisme de crédit si nécessaire. Mais elle a marqué une pause. Il y a une décision stratégique à prendre. Quelle décision, ai-je demandé, même si je la sentais déjà venir. Parfois, dit-elle, le résultat le plus propre et le plus satisfaisant est de laisser quelqu'un continuer sa route, persuadé d'avoir raison, jusqu'à ce que la vérité le rattrape devant une salle pleine de témoins. J'ai eu la bouche sèche. Maître Dubois a soutenu mon regard à travers la caméra. Je ne vous dis pas de tendre un piège, je vous dis d'arrêter de sauver quelqu'un qui est activement en train de vous sacrifier. Pendant un instant, je n'ai pas pu répondre. Mon esprit a fait un bond en arrière, non pas vers la cruauté de Sophie, mais vers les moments plus tendres, son rire 20 ans plus tôt dans un café, la façon dont elle tenait mon bras à l'enterrement de ma mère, les soirs où nous regardions de vieux films sur le canapé comme si la vie était simple. Puis je me suis souvenu de son expression à ce barbecue, le mépris, la certitude que j'allais tout encaisser, comme toujours. J'ai baissé les yeux sur mes mains, elles étaient stables maintenant. Je ne veux pas la détruire, ai-je dit doucement. La voix de Maître Dubois s'est adoucie d'un cran. Alors ne le faites pas, mais ne la laissez pas vous détruire. Après l'appel, j'ai ouvert un email vierge, adressé au contact de l'organisme de crédit que Marion m'avait mentionné. Mes doigts flottaient au-dessus du clavier. Je pouvais écrire 2 phrases et mettre fin à tout ça. J'ai tapé la première ligne, puis je me suis arrêté. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que mes yeux me brûlent. Finalement, je l'ai enregistré comme brouillon, pas envoyé, pas encore, parce que quelque chose en moi, quelque chose de plus ancien que la peur, voulait que Sophie assume ses choix, complètement, publiquement, avec la même assurance qu'elle avait eue en me disant que je reviendrais en rampant. J'ai fermé l'ordinateur, pris une lente inspiration et me suis fait une promesse. Je serai calme, je serai dans mon droit, je serai prêt, et je laisserai assez de cordes pour que la vérité se resserre d'elle-même. Je me suis dit que cet email non envoyé était un filet de sécurité, pas une arme. Mais une fois qu'on décide d'arrêter de sauver quelqu'un, on commence à remarquer à quelle fréquence on le faisait. Le retour en France fut une étrange expérience, comme rembobiner une cassette. Le train qui filait à travers la campagne, les mêmes champs verts, les mêmes villages endormis, tout était à sa place, sauf moi. En sortant de la gare d'Orléans, l'odeur de la ville m'a frappé. Un mélange de diesel et d'air d'hiver humide, même si c'était le début de l'été. Ça sentait la maison, l'asphalte et la Loire par jour de vent. Je ne suis pas allé chez moi d'abord. C'était l'instruction de Maître Dubois. Ne lui offrez pas une scène privée, avait-elle dit. Si elle veut broder une histoire, ne la laissez pas le faire à huis clos. Vous foncez droit dans un piège si vous rentrez seul. Alors j'ai pris une chambre dans un hôtel près de la gare, le genre avec de la moquette beige et une machine à glaçons qui fait un bruit suspect. J'y ai retrouvé Maître Dubois. Elle était exactement comme en visio. Regard perçant, tailleur impeccable, aucune patience pour les futilités. « Vous avez une mine affreuse », a-t-elle dit, sans méchanceté. « C'est l'impression que j'ai », ai-je admis. « Bien », a-t-elle répondu. « Ça veut dire que vous êtes réveillé. » Elle a révisé le plan une dernière fois, clair et simple. « Vous allez à cet événement. Vous ne parlerez pas avant que je vous le dise. Vous n'élèverez pas la voix. Sophie va vous provoquer. Elle voudra que vous ayez l'air à cran. Ne lui donnez pas ça. Vous avez tout apporté ? J'ai fait glisser un dossier sur la table. Alerte bancaire, capture d'écran, l'email de conformité et un imprimé de la demande de prêt. Pas de vol, pas de piratage, juste de la paperasse. La façon dont les adultes responsables se battent. Maître Dubois a feuilleté les documents. « C'est solide », a-t-elle dit. « Et le mieux, c'est que rien de tout ça n'est une opinion, ce sont des faits. » J'ai dégluti.
Et si elle pleure, ai-je demandé en me détestant pour ça. Le regard de maître Dubois s'est durci. Franck, si elle pleure parce qu'elle s'est fait prendre, ce n'est pas votre travail de la consoler. Samedi soir, j'ai pris la direction de la salle des fêtes de Saint-Jean-de-la-Ruelle. C'était le genre d'endroit où l'on est allé 100 fois si on a grandi dans le coin. Lumière fluorescente, chaises pliantes, une estrade qui avait vu des pots de départ à la retraite et des kermesses. En arrivant, je suis resté un moment assis, les deux mains sur le volant. Je tremblais. Pas de peur. Plutôt comme la dernière protestation du corps avant que l'esprit ne prenne le dessus. Le pick-up d'Étienne s'est garé à côté de moi. Il en est sorti lentement. « Prêt ?» a-t-il demandé. « Autant que je peux l'être ?» À l'intérieur de la salle, l'odeur m'a saisi. Le parfum bon marché, le café des grandes thermos et les cakes salés. Une banderole avec le nom de l'entreprise de Sophie était suspendue au-dessus de la scène. Sophie Moreau, importation. Sophie était à l'avant, habillée comme si elle se présentait à une élection. Elle tenait salon, riant, touchant les coudes des gens. J'ai reconnu quelques visages. Des voisins, des gens de la paroisse et, mon estomac s'est serré, 2 hommes que je connaissais de mon secteur, des types avec qui j'avais négocié des contrats, des hommes qui faisaient confiance à ma parole parce que je ne leur avais jamais menti. Elle les avait invités, utilisant mon nom comme un appât. Maître Dubois m'a rejoint près de l'entrée, calme comme une juge. « Rappelez-vous », a-t-elle dit doucement, « nous ne sommes pas ici pour l'humilier. Nous sommes ici pour arrêter les dégâts et dire la vérité. » Sophie est montée sur scène et a tapoté le micro. « Bonsoir à tous », a-t-elle dit d'une voix éclatante. « Certains d'entre vous savent que l'année passée a été difficile, mais parfois la vie vous force à vous réinventer. » Applaudissements polis. Je la sentais déjà construire son histoire. Sophie la victime, Sophie la battante. Elle a jeté un regard vers le fond de la salle et quand ses yeux ont croisé les miens, son sourire a vacillé une demi-seconde. « Ce soir, a-t-elle continué, c'est le soir des nouveaux départs, de la volonté de ne laisser personne, absolument personne, vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. Et je dois remercier mon mari, Franck. Même s'il a choisi un chemin différent, son héritage et son réseau m'ont inspiré à construire quelque chose à moi. Le voilà. Le mensonge enrobé dans un compliment. Sophie a levé son verre. « À la réinvention », a-t-elle dit. Au milieu des applaudissements, la voix de maître Dubois a percé. Pas forte, pas en colère, juste claire. « Madame Moreau, je suis maître Dubois, l'avocate de monsieur Franck Moreau. » Le visage de Sophie s'est crispé. Maître Dubois s'est approché et a posé son dossier sur une table avec un bruit sourd. « Avant de continuer, a dit maître Dubois, nous devons aborder une question concernant des documents que vous avez soumis pour obtenir un prêt professionnel. » Les applaudissements se sont éteints. Les conversations ont cessé. « Ce n'est pas le moment, a dit Sophie en souriant, essayant de garder le contrôle. Maître Dubois est resté impassible. « C'est exactement le moment, a-t-elle répliqué. Parce que vous avez utilisé l'identité et l'historique des revenus de monsieur Moreau sans son autorisation. » Un murmure a parcouru la salle. Les yeux de Sophie se sont dardés sur moi, vifs, furieux. « Franck, a-t-elle sifflé, qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé la vérité se dresser devant des témoins. Le premier réflexe de Sophie ne fut pas de s'excuser, ce fut de jouer la comédie. « Oh mon Dieu !» dit-elle avec un rire trop aigu. « Maître Dubois, c'est ça ? Tout ceci n'est qu'un malentendu. Maître Dubois a simplement ouvert son dossier. »« Madame Moreau, dit-elle, je vais faire simple. 1. La demande de prêt que vous avez soumise. 2. La procuration jointe, censée vous donner le pouvoir de signer au nom de monsieur Moreau. Et 3. Le signalement pour fraude de l'organisme de crédit et le rapport de comparaison des signatures. » Le sourire de Sophie a commencé à s'affaisser. « Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle murmuré, ne s'adressant plus à la foule. J'ai fait un pas en avant. « Franck, dit-elle, les yeux écarquillés, tu es sérieusement en train d'essayer de me détruire devant tout le monde ? Ce n'est pas moi qui ai invité tout le monde ici, ai-je dit tranquillement. C'est toi. » Les yeux de Sophie ont lancé des éclairs. « Parce que tu m'as quitté, a-t-elle répliqué sèchement. Tu t'es enfui en Europe comme un lâche. » Les deux types de mon secteur observaient maintenant, différemment. Maître Dubois a repris la parole, clair et posé. « Madame Moreau, monsieur Moreau vous a-t-il autorisé à utiliser l'historique de ses revenus pour obtenir ce prêt ? Nous sommes mariés, dit-elle, comme si cela expliquait tout. C'est notre argent. » « Ce n'est pas comme ça que l'autorisation fonctionne, a répondu maître Dubois. Son visage est devenu blême. Monsieur Moreau a confirmé qu'il n'a pas accordé de procuration. Il a également confirmé qu'il n'a pas signé ces documents.
Sa tête s'est tournée brusquement vers moi, ses yeux brillaient de rage et de panique. « Tu fais ça parce que tu es en colère, siffla-t-elle, parce que j'ai fait une blague sur ton âge. » J'ai expiré lentement. J'ai de nouveau entendu le barbecue, les hamburgers qui grésillaient, le rire des voisins qui mouraient dans leur gorge, les mots de Sophie, tranchants comme du verre. « Tu reviendras en rampant. »« Je fais ça parce que tu as menti, » ai-je dit, « et parce que tu as utilisé mon nom. » La voix de Sophie s'est brisée. « Alors tu vas juste me laisser échouer ?» Maître Dubois a répondu avant que je ne le puisse. « Personne ne vous laisse faire quoi que ce soit, Madame Moreau. C'est vous qui avez choisi de joindre une autorisation falsifiée. » Le mot « falsifié » a atterri lourdement. Sophie s'est tournée vers la foule. « C'est ridicule. » Franck est confus. Il est stressé. Il n'a plus toute sa tête. Sophie s'est approchée de moi, sa voix se faisant plus douce, presque suppliante. « Franck, dit-elle, s'il te plaît, ne fais pas ça ici, pas devant eux. » Elle a tendu la main vers mon bras et j'ai eu un mouvement de recul. Les yeux de Sophie se sont remplis de larmes. Elle a murmuré « Tu reviendras en rampant, tu le fais toujours. » Le revoilà. Pas une menace cette fois, une conviction. Ma propre voix m'a semblé stable, presque triste. J'ai rampé une fois, ai-je dit, pour nous. Je me suis excusé pour des choses que je n'avais pas faites, juste pour maintenir la paix. Plus maintenant. Maître Dubois s'est avancé avec une seule feuille de papier. « Madame Moreau, ceci est une notification formelle que Monsieur Moreau n'autorise aucune activité financière en son nom. Elle sera fournie à l'organisme de crédit. »« Tu ne peux pas, a-t-elle murmuré. Nous le pouvons, et nous l'avons fait. » Sophie s'est retournée, ses yeux balayant les visages. Les gens à qui elle souriait 10 minutes plus tôt étaient soudain très occupés à regarder leurs chaussures. Le menton de Sophie s'est relevé. « Très bien, si tu veux m'humilier, vas-y. Mais tout le monde ici doit savoir que Franck fait ça par dépit. Il m'a abandonné, et maintenant il revient pour me punir. » J'ai attendu un instant, puis j'ai parlé. Pas fort, juste clairement. « Je ne suis pas revenu pour te punir. Je suis revenu pour dire la vérité, et pour garder mon nom intact. » Les deux hommes de mon secteur ont reculé, s'éloignant de Sophie comme si la distance pouvait les protéger. Pour la première fois, j'ai vu de la vraie peur en elle. Pas la peur de me perdre, la peur de perdre l'histoire qu'elle avait construite, où elle avait toujours raison. Je ne suis pas resté pour la regarder s'effondrer. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, sa voix m'a suivi, désespéré. « Tu le regretteras, tu reviendras !» Je me suis arrêté à la porte, les néons bourdonnant au-dessus de ma tête. Je me suis tourné, juste assez pour qu'elle me voie. « Sophie, » ai-je dit, doucement mais fermement. « La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu si longtemps pour me défendre. » Puis je suis sorti. Le parking était sombre et humide. Ma respiration formait un nuage blanc. Étienne m'a regardé alors que nous arrivions à son pick-up. « Ça va ?» J'ai pris une longue inspiration et j'ai senti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. De l'espace. « Oui », ai-je dit d'une voix rauque. « Je crois que oui. »